Paolo Farina était un provincial encore jeune, suffisamment riche, aussi honnête qu'on peut l'attendre d'un homme vivant dans l'intimité de la loi, assez aimé dans sa petite bourgade toscane pour que son malheur même ne le fît pas mépriser. On l'avait plaint lorsque sa femme s'était enfuie pour suivre en Libye un amant près duquel elle espérait être heureuse. Elle ne l'avait guère été pendant 6 mois passés à tenir le ménage de Paolo Farina en recevant les aigres conseils d'une belle-mère. Mais Paolo, aveuglément heureux de posséder cette jeune femme et séparé d'elle par cet épais bonheur, ne s'était pas douté qu'elle souffrait. Quand elle partit, après une scène qui le laissa humilié devant les 2 servantes, il s'étonna de n'avoir pas su s'en faire aimer. Mais les jugements de ses voisins le rassurèrent. Il la crut coupable, puisque la petite ville s'apitoyait sur lui. On mit l'escapade d'Angiola sur le compte du sang méridional, car on savait la jeune femme originaire de Sicile. On s'indignait pourtant que fût tombée si bas une personne qui devait être de bonne famille, puisqu'elle avait eu la chance d'être élevée à Florence au couvent des Dames Nobles, et qui avait été si bien reçue à Pietrasanta. On s'accordait à trouver que Paolo Farina s'était montré en tout un mari parfait. Parfait, il avait été davantage que se l'imaginait la petite ville. Ayant rencontré, secouru, puis épousé Angiola dans des circonstances où d'ordinaire un homme prudent n'épouse pas. Mais ses souvenirs ne lui servaient pas comme il l'aurait pu faire, à accuser la fugitive d'un surcroît d'ingratitude, car lui-même ne se les rappelait déjà presque plus. Il avait fait de son mieux pour les effacer de sa mémoire, en grande partie par bonté envers sa jeune femme, et pour lui faire oublier ce qu'il appelait sa mésaventure. Un peu par bonté pour soi-même, et parce qu'il est désagréable de se dire que c'est par ricochet, en quelque sorte, que la femme qu'on possède vous est tombée dans les bras. Présente, il l'avait placidement chérie. Absente, Angiola flambait de tous les feux que d'autres, évidemment, savaient allumer en elle. Et il regrettait non la femme qu'il avait perdue, mais la maîtresse qu'elle n'avait jamais été pour lui. Il n'espérait pas la retrouver. Il avait vite renoncé au projet extravagant de s'embarquer pour Tripoli, où se faisait entendre, pour le moment, la troupe lyrique à laquelle appartenait l'amant d'Angiola. Bien plus, il ne souhaitait même plus qu'elle revînt. Il savait trop qu'il resterait toujours pour elle le ridicule mari qui se plaignait, au souper, que les pâtes ne fussent jamais assez cuites. Ces soirées étaient tristes, dans leur prétentieuse maison neuve, meublée par Angiola avec un mauvais goût enfantin accordant au bibelot une importance déplacée, mais qui témoignait peut-être en faveur de l'absente, car chacun de ces objets, fragile comme une bonne volonté, attestait un effort pour s'intéresser à sa vie, et pour oublier, à force d'en embellir le décor, l'insuffisance du principal acteur. Elle avait essayé de se rattacher au devoir par ces rubans roses dans lesquels Paolo, rouvrant çà et là des tiroirs à demi vides, s'empêtrait comme dans des souvenirs. Il se mit à faire à Rome des voyages d'affaires un peu plus fréquents qui n'étaient strictement utiles, ce qui lui permettait de passer chez sa belle-sœur s'informer si elle n'avait pas reçu par hasard des nouvelles d'Angiola. Mais l'attraction de la capitale était aussi pour quelque chose dans ses visites, et la chance de plaisir dont il n'eût pas profité à Florence et qui ne s'offrait pas à Pietrasanta. Il s'habilla soudain avec une vulgarité plus criarde, imitant, sans bien s'en rendre compte, l'homme qu'Angiola lui avait préféré. Il commença de s'intéresser aux filles indolentes et loquaces qui peuplent les cafés et les promenades de Rome, et dont quelques-unes peut-être, il le supposait du moins, avaient derrière elles, comme Angiola, le souvenir d'une maison, d'un séducteur et d'un départ. Un après-midi, il rencontra Lina Chiari dans un jardin public, au bord d'une fontaine qui rabâchait sans cesse les mêmes paroles de fraîcheur. Elle n'était ni plus belle ni plus jeune que d'autres. Il demeurait timide. Elle était audacieuse. Elle lui épargna les premiers mots et presque les premiers gestes. Il était regardant. Elle ne fut pas exigeante, précisément parce qu'elle était pauvre. Puis, comme Angiola, elle avait été élevée dans un couvent de Florence, bien que ce ne fût pas précisément dans une institution pour dames nobles. Elle était au fait de ces petits événements locaux, la construction d'un pont ou l'incendie d'une école, qui servent aux gens d'une même ville de repères communs dans le passé. Il retrouvait dans sa voix la rauque douceur des Florentines. Et comme toutes les femmes ont à peu près le même corps, et sans doute la même âme, lorsque Lina parlait et que la lampe était éteinte, il oubliait que Lina n'était pas Angiola, et que son Angiola ne l'avait point aimée. On n'achète pas l'amour. Les femmes qui se vendent ne font après tout que se louer aux hommes. Mais on achète du rêve.
cette denrée impalpable se débite sous bien des formes. Le peu d'argent que Paolo Farina donnait à Lina chaque semaine lui servait à payer une illusion volontaire, c'est-à-dire peut-être la seule chose au monde qui ne trompe pas.